Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre du module consacré à l'étude de la tragédie moderne d'Antigone, du dramaturge français Jean Anouilh, on va vous présenter aujourd'hui une leçon de lecture. Le support, ça sera le prologue de la tragédie moderne d'Antigone qui commence à la page 9 jusqu'à la page 13. L'objectif est d'identifier les caractéristiques de la scène d'exposition. Ça veut dire on va essayer de savoir et de connaître les caractéristiques du prologue ou ce qu'on appelle aussi la scène d'exposition. Avant de passer à la lecture du texte support, on commence d'abord par la définition de ce qu'on appelle le prologue. Ça veut dire quoi, le mot prologue? Il a deux sens. Le premier, le prologue désigne un simple citoyen. C'est un personnage qui ne fait pas partie de l'intrigue. Ça veut dire il désigne un personnage qui ne participe pas aux événements d'une pièce de théâtre, qui ne fait pas partie de l'intrigue, ça veut dire de l'action essentielle ou centrale d'une pièce de théâtre. Et le deuxième sens, donc le prologue désigne aussi le texte qui précède le discours, ou on peut l'appeler aussi la scène d'exposition ou la scène de présentation. Donc c'est la première scène qu'on trouve avant de commencer le discours d'une pièce de théâtre. Et pourquoi on l'a appelé une scène d'exposition ou une scène de présentation? Parce qu'on va présenter les personnages de la scène ou de la pièce, donc de la pièce de manière générale. On va aussi présenter l'action, ça veut dire sur quoi on va parler, donc quel est le problème, quel est le nœud de la pièce, et on présente aussi le lieu de l'histoire, le lieu où il va se dérouler les événements. On passe maintenant à la lecture du texte support. Un décor neutre, trois portes semblables, au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Le prologue. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'il joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimant, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui et il lui a dit oui avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de 100 pages, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué, et il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place.
Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis, au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et elle se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Il ne lui est d'aucun secours. Créon est seul, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Et c'est déjà. Enfin, les trois hommes rougeux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde. Tout à l'heure, ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Ils commencent au moment où les deux fils d'Oedipe, Étiocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an, chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étiocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les 2 frères ennemis sont morts et Créon le roi a ordonné qu'à Étiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice le vaurien, le révolté, le voyeux, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Voilà, donc après la lecture du texte support, bien sûr, on a le prologue qui a fait un long discours dont l'objectif de présenter tous les personnages de la pièce de théâtre d'Antigone. Il a présenté le portrait moral et physique des personnages, il a présenté les rôles et il a annoncé l'avenir ou quelques événements dans l'avenir de la pièce. Il a même annoncé le dénouement de la pièce. Donc avant tout cela, on va commencer d'abord par une petite situation du passage. Il s'agit de la scène d'exposition, ça veut dire il s'agit du prologue. Il s'agit d'une scène qui présente les personnages. Il s'agit du premier pas dans la pièce de théâtre où on va présenter les personnages, le lieu et le temps et l'action de toute l'histoire. Il s'agit de la scène d'exposition qui ouvre la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Le prologue présente les personnages de la pièce. Il brosse le portrait physique et moral des personnages en plus du rôle. Donc la présentation des personnages, ça fonctionne au niveau du portrait physique, portrait moral et le rôle de chaque personnage. Ainsi que les événements précédents en relation avec le nœud de la pièce. Donc le prologue a résumé brièvement tout ce qui s'était passé avant même le début de cette pièce où il y a un nœud. Voilà. Donc avant d'attaquer les axes de lecture, on va parler un peu de la fonction du prologue. Ça veut dire à quoi sert le texte prononcé par le prologue, à quoi sert la scène d'exposition dans une pièce de théâtre. Donc le discours du prologue nous permet de mieux comprendre les personnages. Donc il nous approche des personnages de la pièce, leur statut et leur pensée. Cet objectif se réalise à travers 2 éléments. Ça veut dire pour réaliser cette finalité, il faut
avoir deux éléments principaux. D'abord, un discours qui présente de façon démonstrative les personnages de la pièce. Donc le prologue a fait un long discours où il a présenté de manière démonstrative donc les personnages de la pièce. Et le deuxième élément, c'est un discours qui annonce déjà le dénouement de la pièce. Ça veut dire on sait d'avance ce qui va passer à la fin de la pièce. Donc c'est ce qu'on ne sait pas, c'est seulement la façon avec laquelle chaque personnage va mourir, par exemple. Donc, grosso modo, donc le prologue a dessiné donc la fin de la pièce. Il nous a déjà présenté les événements principaux qui vont passer à la fin de la pièce et de manière générale dans l'avenir de la pièce avant même que l'histoire commence et avant même que le discours des personnages commence. Pour le premier axe de lecture, donc le texte était un long discours prononcé par le prologue bien sûr, où il a présenté tous les personnages de la pièce. Donc cette présentation était au niveau de portrait physique, du portrait moral et des rôles. On commence par le premier personnage, donc la héroïne de la pièce, le personnage principal de la pièce. Donc Antigone, c'est la fille d'Oedipe. Son portrait physique, elle est petite, maigre, jeune fille, noiraude. Portrait moral, elle est renfermée, seule, ça veut dire isolée du monde. Elle est seule en face du monde, elle est marginalisée. Son rôle, il veut enterrer le corps de son frère Polynice. Donc regardez, c'est ça le nœud de la pièce. Donc il insiste sur une mission. Il veut réaliser un objectif, c'est l'enterrement du corps de son frère Polynice. Et à la fin de la pièce, bien sûr, il va mourir comme il a annoncé le prologue. Deuxième personnage, Ismène. Ismène, c'est la fille d'Oedipe et la sœur d'Antigone. Donc son portrait physique, elle est blonde, belle, éblouissante. Portrait moral, elle est heureuse, elle a un goût de la danse, du bonheur et de la réussite. Et son rôle, il essaye de dissuader sa sœur pour renoncer à son projet, c'est-à-dire, et dans la pièce, son rôle est de convaincre et persuader Antigone de ne pas enterrer Polynice. Donc il va essayer de dissuader sa sœur pour renoncer, pour oublier son projet d'enterrement. Le troisième personnage, Aimon. Aimon, c'est le fils de Créon, le roi de Thèbes, et c'est en même temps le fiancé d'Antigone. Donc son portrait physique, c'est un jeune homme. Pour le portrait moral, elle aime la danse et les jeux. Et pour le rôle, c'est le fiancé d'Antigone. Et il va mourir aussi à la fin de la pièce. Créon, le roi de Thèbes, et l'oncle maternel d'Antigone. Donc ça veut dire Antigone, c'est sa nièce. Pour son portrait physique, il est robuste, ça veut dire fort. Cheveux blancs, ça veut dire il est vieux. Et il a des rides. Donc aussi, c'est un élément, c'est un indice qui montre sa vieillesse. Pour le portrait moral, il est strict, il est délicat, il aime la musique, les belles reliures et ainsi de suite. Pour son rôle, c'est le roi de Thèbes et il a interdit l'enterrement de Polynice. Voilà, donc c'est le centre de position entre, on va voir ça par la suite, donc c'est le centre de position entre Antigone et Créon. Créon a ordonné de ne pas enterrer Polynice. Il a aussi ordonné de punir toute personne qui essayera d'enterrer le corps de Polynice, tandis que Antigone insiste sur cette mission-là. Il insiste sur l'obligation et sur l'importance d'enterrer le corps de Polynice. Donc ça montre l'opposition qui va être, et ça montre aussi le conflit qui va être entre Antigone, le personnage d'Antigone, et le personnage de Créon. Eurydice, donc c'est la femme de Créon. C'est une vieille femme pour le portrait physique. Pour le portrait moral, elle est bonne, elle est digne, elle est aimante. Son rôle, elle tricotera pendant toute la pièce. Et son rôle, bien sûr, pour la fin de ce personnage, elle va mourir aussi. Donc ici, jusqu'à maintenant, on a la mort de 3 personnages à la fin de la pièce. Donc la mort d'Antigone, la mort des démons et la mort
d'Eurydice et c'est un indice qui annonce déjà la présence du registre tragique puisqu'on a une fin qui est tellement tragique, qui est tellement malheureuse et catastrophique. Pour la nourrice, donc il n'a pas de portrait physique ni de portrait moral. Son rôle, il a élevé les deux filles, ça veut dire Ismène et Antigone. L'autre personnage, c'est le page. Il est trop petit pour son portrait physique. Il n'a pas du portrait moral et son rôle, il ne peut rien pour Créon. Ça veut dire que c'est un personnage qui accompagne gratuitement le roi Créon. Donc, il n'a aucune utilité. Le messager, c'est un garçon pâle. C'est pour le portrait physique. Il n'a pas de portrait moral et son rôle, il viendra annoncer la mort d'Antigone et d'Aimon. Donc, à la fin de la pièce, et pendant le dénouement de la pièce, ce personnage-là va venir pour annoncer la mort d'Antigone et d'Aimon. Et bien sûr, ça nous reste les gardes. Ce sont des hommes rougeux qui sont là et le cuir et le vin rouge. Ça veut dire qu'ils sont très attentifs. C'est pour le portrait physique. Et pour le portrait moral, ils ont une conscience tranquille. Ils sont indifférents par rapport à ce qui passe ou à ce qui va passer dans la pièce de théâtre. Et ils sont aussi dépourvus de toute imagination. Ça veut dire qu'ils appliquent seulement, sans avoir un point de vue ou une opinion. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes. Pour le rôle, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et ils ont un autre rôle. Ils ont arrêté Antigone en train bien sûr d'enterrer son frère Polynice. On va voir ça. Donc on va voir tout cela par la suite. Comme une synthèse partielle de ce premier axe de lecture, les personnages sont présentés de manière organisée par ordre de proximité avec Antigone et l'un après l'autre. Regardez que les personnages présentés par le prologue se sont organisés de manière, donc ils sont présentés de manière organisée et par ordre. On a commencé par l'héroïne, on a commencé par la suite, ça vient Ismène, c'est la sœur d'Antigone. Par la suite, on est passé à Aimon, le fiancé d'Antigone. Par la suite, on va passer au personnage qui sera en conflit avec Antigone, c'est le roi, et ainsi de suite. Donc, on a présenté les personnages de manière catégorique et on l'a organisé par ordre. Les informations recueillies dans le tableau ci-dessus soulignent plusieurs oppositions entre les personnages, ce qui annonce préalablement des conflits dans l'avenir de la pièce. Donc ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'il annonce déjà des conflits d'avenir, dans l'avenir de la pièce. Par exemple, comme j'ai déjà expliqué, il y a une opposition au niveau du portrait physique et au niveau du portrait moral entre Antigone et Créon, ce qui annonce qu'ils vont tomber dans un profond conflit. Il y a aussi une différence entre Ismène et Antigone. Donc ce sont deux sœurs, oui, mais ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Il y a aussi une très grande opposition entre le personnage d'Aimon et Antigone, donc sa fiancée. Et en même temps, on peut, par exemple, dans le même cadre, donc au niveau de cette relation entre Antigone et Aimon, on peut voir que il y a des caractéristiques semblables entre Ismène et Aimon. Ça veut dire, donc pour bien sûr les lecteurs et pour notre point de vue, donc Aimon, c'était mieux pour Aimon de choisir Ismène comme une femme, comme une épouse, par la suite, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. Mais si on veut aussi, on voit par exemple les caractéristiques donc opposées entre Aimon et Antigone, on peut dire depuis maintenant que leur relation donc va échouer. Voilà. On passe au deuxième axe, donc la fonction d'annonce. Donc, ce qui caractérise ce prologue d'Antigone, c'est qu'il y a une fonction spécifique dans ce discours-là. Dans Antigone de Jean Anouilh, le prologue présente les personnages, mais aussi annonce déjà le dénouement de la pièce. Certes, on peut trouver dans plusieurs pièces de théâtre une scène d'exposition, un prologue qui présente les personnages, qui informe sur le lieu, sur le temps, sur l'action de la pièce. Mais ce qui est spécifique dans ce prologue d'Antigone, c'est qu'il y a
ce que le prologue annonce déjà, même avant le début de discours et des événements, le dénouement, ça veut dire la fin de la pièce. Il est à la fois un personnage et une fonction. Il est omniscient, il sait tout. Donc, il utilise une focalisation zéro, ou ce qu'on appelle aussi une focalisation omnisciente. Ça veut dire qu'il sait déjà ce qui va passer dans l'avenir de la pièce. Par exemple, il a dit, elle pense qu'il va mourir. Il parle ici d'Antigone. Il sait donc déjà que Antigone va mourir à la fin de la pièce. C'est lui, il parle du messager qui viendra, et regardez, il a utilisé ici le futur, ça veut dire il parle d'un événement qui va se passer au futur, qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Elle, il parle d'Eurydice, la femme de Créon, tricotera, regardez toujours le futur, pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Donc, il sait déjà l'avenir et le dénouement de la pièce. Voilà. Comme une synthèse partielle, la fin de l'histoire d'Antigone est connue. Donc, dès le début, on sait bien la fin de l'histoire de notre pièce étudiée. Il va mourir. On sait ce qui allait se passer. La seule question ouverte qui reste est comment cela va-t-il se passer? Ça veut dire on va poser seulement la question comment cela va-t-il se passer? Ça veut dire comment Antigone va mourir, comment Eurydice aussi va mourir et comment Aimon aussi va mourir. Une synthèse finale, donc après la présentation des personnages, donc faite par le prologue, il annonce du destin tragique qui les attend. Le prologue fait un bref résumé de ce qui s'est passé et situe le moment où l'histoire commence. Les événements marquants sont la mort d'Oedipe et ses deux fils qui sont entretués. Créon est devenu roi de Thèbes, l'ordre royal interdisant l'enterrement de Polynice. Donc cette présentation a eu donc deux parties complémentaires bien sûr. Donc il y avait la présentation des personnages et il y avait la présentation des événements précédents qui vont aider le lecteur, qui vont aider le spectateur et les spectateurs et le public à poursuivre et avoir le fil de l'histoire. Donc pour comprendre ce qui s'était déjà passé, pour savoir pourquoi Antigone insiste sur l'enterrement de son frère et pourquoi Créon interdit ce comportement, et ainsi de suite. Donc, pour bien comprendre le présent, le moment présent de l'histoire et le moment d'avenir de l'histoire, on doit savoir ce qui s'est passé avant. Donc, le prologue a résumé brièvement tout ce qui s'était passé avant. Il y a la mort d'Oedipe, le père d'Antigone et d'Ismène, et d'Étiocle et de Polynice aussi. C'est le roi qui était le roi de Thèbes qui était avant Créon. Donc la mort d'Oedipe et de ses deux fils qui se sont entretués, qui se sont battus. Donc bien sûr à cause du pouvoir ou pour gagner le trône. Donc pour arriver au trône de Thèbes. Et Créon est devenu roi de Thèbes. Après la mort d'Oedipe, après la mort de ses deux fils, donc le règne est passé directement au Créon, l'oncle maternel d'Antigone. Et après, donc c'est l'ordre royal, donc Créon a ordonné, il a donné des ordres pour interdire l'enterrement de Polynice. Donc, à la fin de ce travail, merci pour votre aimable attention et bon courage et à bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos.